prends mon téléphone et j'appelle. Je dis bonjour, voilà, je suis dans le village en question et je viens de voir que vous avez un corps de ferme qui est à vendre. Je voulais savoir exactement quel était le produit, tu vois. Parce que moi, je suis à la BNP. Et moi, la BNP, ça fait depuis 1982 que j'y suis. Donc les mecs, quand j'arrive, c'est... on déroule le tapis. Laurent, ça fait 20 piges, il est à la BNP. C'est un client, confiance. Vous y allez. Dans ma tête, c'était ça, tu vois. Et mes parents derrière, ouais, c'est bien, vas-y, c'est ce qu'il faut, etc., etc., etc. Bon. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, on va parler ensemble, banque, expérience qui m'est arrivée. Comment la banque m'a refusé mon crédit pour un projet immobilier. Je resitue un petit peu la situation. On est dans les années 2000, on est en 2001, 2002. Moi je m'appelle Laurent Boutier, si tu ne me connais pas, j'ai 38 ans. Aujourd'hui je vis de mes rentes locatives, de mes revenus locatifs, de mon parc immobilier, mais ça n'a pas toujours été évident. Et en fait, je suis né d'un milieu très modeste. Mon papa chauffeur-livreur, ma maman assistante maternelle, et j'ai pas eu d'éducation financière, j'ai pas eu d'éducation d'investissement. Je n'avais pas des parents qui étaient investisseurs et du coup, j'ai eu cette éducation de dire il faut faire très attention à l'argent. L'argent a une valeur. Par contre, il faut en mettre un petit peu de côté pour plus tard, parce qu'on verra un jour s'il arrive quelque chose. Et le plus tard, c'était préparer la retraite, c'était s'il arrive un pépin, c'était si. Mais j'ai pas eu cette éducation de comment avec 1 euro, si on le dépense pas mais on l'investit, en faire 2. Voilà, ça j'ai pas eu. Hein. Je l'ai découvert bien après. Un peu par hasard, mais je l'ai découvert après. Ce qui fait que finalement, je suis né en 1982 et mes parents m'ont ouvert un compte dans une banque qui s'appelle la BNP. Voilà, ils m'ont ouvert un compte à la BNP. Et de 1982 jusque 2000, l'année de mes 18 ans, on a toujours mis de l'argent dessus. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, ma maman mettait 20 francs. On était en francs dans les années 80. 20 francs par mois. En euros, ça fait un peu moins de 4 euros. Ça fait 3 euros et des bananes. Mais dans les années 80, 20 francs, c'était déjà pas mal. Tu vois, je te rappelle, hein, à l'époque, dans les années 80, une baguette, ça valait entre 3 et 3 francs 50. Tu vois, aujourd'hui, une baguette, c'est 1 euro. Donc, c'est le double. Donc ils me mettaient entre 3 et 4 euros par mois sur un livret. Et puis moi, à partir de 16 ans, j'ai commencé à distribuer les journaux dans les boîtes aux lettres, parce que oui, à 16 ans, on pouvait toucher un salaire. Donc j'ai commencé à mettre les journaux dans les boîtes aux lettres et mon salaire, je le mettais sur mon compte en banque. Voilà, j'utilisais un petit peu d'argent pour mes sorties, mais je n'étais pas très dépensier à cet âge-là. Donc de 0 à 18 ans, j'étais à la BNP dans une banque où j'avais cette éducation de me dire qu'il faut faire confiance à la banque. Hein. La banque, c'est une entité sur laquelle tu mets ton argent et à la fin, si tu veux le récupérer, tu lui dis merci. En plus, si elle est gentille parce que tu es fidèle, elle pourra peut-être te prêter de l'argent, moyennant quelques intérêts qui font qu'à la fin, tu payes ton prêt 2 fois. Voilà, c'était ça la banque. Et puis la banque, c'était une entité qui était forte, qui était costaud. Il fallait pas lui prendre la tête. C'était elle qui décidait de ton avenir. C'est-à-dire que c'était elle qui décidait si tu avais le droit ou non d'emprunter. Tu pouvais pas défendre ton projet parce qu'il y avait une règle qui était le 33% d'endettement. Et que si tu gagnais 1000, la banque voulait bien, si tu la remerciais, hein, te prêter 330. Voilà comment ça fonctionnait et voilà comment j'ai été éduqué. Donc à mes 18 ans, je commence à retirer un petit peu d'argent, vivoter. On me donne pour la modique somme de 30 francs par mois une carte bleue. Hein, grand seigneur la banque. Pour la modique somme de 100 francs tous les trimestres, on gère mes comptes, hein, gestion de compte. Voilà, pour la modique somme de 100 francs. Et puis je demande un crédit voiture. Donc je demande un crédit voiture, pas de problème, crédit voiture, clac, on vous fait un crédit voiture. Alors là,
7,5% je crois, hein, à l'époque, les taux d'intérêt pour acheter une bagnole. Donc j'avais fait un crédit de 10 000 francs, 1500 euros aujourd'hui. J'avais fait un crédit de 10 000 francs pour m'acheter une Citroën Visa, tu vois, qui consommait plus d'huile que d'essence. J'avais trouvé un petit job à Paris. Alors le job, je t'en parle, c'était complètement ouf, comme quoi quand on est gamin, on est prêt à accepter n'importe quoi. Pendant 3 semaines, j'avais accepté, en travaillant à l'hôpital Bichat à Paris, de tester des médicaments. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, sur une semaine, je prenais une gélule. Sur la 2e semaine, je prenais une gélule, et le test, c'était sur la 3e semaine que les 2 gélules aillent bien ensemble. En fait, j'étais cobaye, et pour être cobaye, il faut faire une batterie d'examen à l'époque. Donc à l'époque, il fallait pas avoir fumé, il fallait pas boire, pas de drogue, il fallait être en bonne santé. Donc on m'a fait une batterie d'examen, prise de sang, électrocardiogramme, bref, j'ai eu la batterie d'examen, et à la fin ils m'ont dit c'est bon, vous êtes apte, vous pouvez faire le test. Le test était rémunéré 10 000 francs, 1500 euros, pour 3 semaines de travail. Donc 10 000 francs pour 3 semaines de travail. Donc je me rappelle, c'était du 1er au 21 juillet, on est en 2000, donc du 1er au 21 juillet 2000. Je venais d'avoir 18 ans parce que je suis né le 19 mars 1982, et j'ai fait ce test. Donc première semaine, tout se passe bien. 2e semaine, tout se passe bien. 3e semaine, je prends les 2 et là je commence à avoir de la fièvre, je commence à pas être bien, cloué au lit, et j'étais obligé de prendre ma Visa qui consommait plus d'huile que d'essence pour pouvoir aller travailler. C'était complètement fou cette histoire. Je m'arrêtais sur le périphérique à Paris pour refaire le plein d'huile. Aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas possible. Mais c'était la réalité. C'est-à-dire que mes parents, je me rappelle, ma maman, elle m'appelait et elle me disait, allô Laurent, t'es bien arrivé? Je disais, bah attends, j'ai bientôt plus d'huile. Il va falloir que je fasse le plein. C'était complètement fou. Ensuite, je me garais au souterrain de l'hôpital Bichat. Et je remettais de l'huile dans mon réservoir d'huile dans la voiture pour pas que mon moteur serre, quoi, en fait. C'était complètement fou. D'ailleurs, sur cette voiture, idem, quand je mettais le chauffage, si je prenais un virage à droite, un peu trop fort, j'avais de la fumée qui sortait à la place du chauffage. Voilà. C'était les premiers temps. Et cette voiture, je la remboursais tous les mois à la BNP, pour en revenir à ma petite histoire. Et tous les mois, mes parents me disaient, t'as vu ? Bravo, la BNP, regarde, la banque t'a prêté 10 000 francs, tu peux commencer dans la vie. Donc je paye tous les mois ma voiture, et je suis content. Voilà, je suis content. Je rencontre celle qui va devenir ma première femme, et on décide d'acheter une maison. Donc on fait une visite, on achète une maison. À l'époque, je m'y connais pas du tout dans l'immobilier. C'était en 2001, donc j'avais 19 ans. J'achète cette première maison sans la négocier et je vais à la banque. Et là, à la banque, le banquier me regarde, fait des calculs savants avec une calculatrice. Je me rappelle, il avait une barbe comme moi aujourd'hui, mais pas taillée. Et puis il avait une chemise dégueulasse, une cravate qui touchait par terre, l'image du banquier, quoi, tu vois. Et moi j'arrivais, qu'est-ce que vous voulez? Le truc à pas faire, tu vois, quand tu arrives à la banque, aujourd'hui, c'est toi qui imposes, c'est toi qui raconte l'histoire, c'est toi qui explique, tu donnes envie au banquier. Et là, moi, j'étais arrivé à poil, quoi. J'étais arrivé, bonjour, vous pouvez me prêter combien? Alors, monsieur, donnez-moi vos fiches de paye, machin, etc. Je venais de trouver un job comme commercial, j'étais payé 1500 euros fixe, plus 7% de la marge dégagée sur mes chantiers. Donc je tournais entre 1700 et 1900 euros. Donc une fois le crédit de ma voiture déduit, je demandais 88 000 euros, qui était le prix de la maison. Alors j'avais demandé 88 000 euros, et là le banquier, je vous dis, après des calculs savants, hein, il avait fait des additions, à un moment donné je crois même qu'il a fait une soustraction, je suis pas sûr mais je crois. Il me dit, je pense qu'on peut vous suivre, et il me fait un accord de principe. On va au bout des choses. Donc là, alors là, la totale. Hein, il m'a mis l'hypothèque. Il m'a mis toutes les garanties, assurance, perte d'emploi,
Bref, j'en ai pratiquement pour autant d'assurance que de crédit bancaire, tu vois. Sur un joli taux, bien négocié par le banquier, à 6,90, on était propre, 6,90%. Quand tu regardes le tableau d'amortissement, je crois, je sais plus c'était combien les mensualités, je crois de mémoire, hein, que c'était 420 ou 425 euros par mois. Et sur les 420 ou 425 euros par mois, je crois qu'on remboursait 150 euros d'intérêt dès le premier mois, tu vois. On était bon, quoi. Je veux dire, on était bien endetté, quoi. Hein. J'avais une Visa avec un beau chrome dessus, tu vois. Et puis j'avais un deuxième chrome sur ma baraque. Et là, je sors de la banque, je vois mes parents. Bravo. Bravo, c'est génial, là, un CDI commercial, une Visa à crédit et une maison où j'avais emprunté 88 000. Elle était dans un état déplorable et il était prévu que je fasse les travaux au fil du temps, tu vois. J'avais pas assez pour faire un crédit plus que 88 000, donc du coup la maison elle était pas habitable, mais c'est pas grave, je suis propriétaire, j'allais bouffer des patates et au fil du temps, donc dans 20 ans, quand la maison elle sera redevenue pourrie, normalement il était prévu que je l'ai terminée. Donc j'allais bosser tous les mois pour pouvoir payer ma voiture, ma maison, et surtout pour pouvoir payer les travaux, parce que il fallait refaire l'électricité, la plomberie, il n'y avait pas de toilette dans la maison. Donc tu vois, c'est un peu chiant. À un moment donné, chier dans un trou, ça va 5 minutes, tu vois. Donc il n'y avait pas de chauffage non plus, parce qu'il y avait les radiateurs, mais la chaudière était en panne. Il n'y avait pas de terre, l'électricité n'était pas aux normes, bref, il n'y avait rien, quoi. Tu vois, j'avais acheté les murs, le toit, et tout le monde était content, tu vois. J'étais là, j'arrivais en famille. Ouais, oh Laurent, il a acheté la maison. Il a acheté la maison. On en était là. Et moi, du coup, si tu veux, comme on souffre pas de ce qu'on ignore. Et du coup, pour moi, tout le monde me disait c'était génial. Voilà, t'as fait une course à pied, t'es arrivé 100e, mais tout le monde te dit que les 99 devant ils étaient meilleurs que toi. T'as fait une belle course, t'es content. Tu vois, t'as envie même d'y croire parce que tu te dis je suis sur le bon schéma. J'ai 19 ans, j'ai une bagnole à crédit, une maison à crédit où il va falloir que je fasse les travaux, et j'ai un CDI. Là, tu te sens le maître du monde. Pour un mec comme moi qui, à la base, a énormément confiance en lui, tu lui dis en plus ce que tu fais, c'est top. Moi, je touchais plus mes pieds, touchais plus par terre. Hein. Je me déplaçais, retour vers le futur, l'overboard, je l'avais avant déjà. C'était bon, j'étais dessus. Donc du coup, je pars comme ça, tu vois. Et je pars comme ça et je suis tellement confiant que, je commence mon métier de commercial, tu vois. Je démarre mon métier de commercial, je prends la bagnole. Et je suis parti, les gars, je suis sur l'autoroute de l'investissement. Moi, c'est qui là? Voilà, on y va. Et j'arrive en avant chez un client. Je partais en clientèle, j'arrive en avant chez un client. Et du coup, je suis en avance et je tourne un petit peu dans le village autour, tu vois. Et puis, je vois qu'il y a un beau corps de ferme dans un village. Et sur le portail, il est marqué à vendre, tu vois. Agence JJP. Je m'en rappellerai toujours. Je prends mon téléphone et j'appelle. Je dis bonjour, voilà, je suis dans le village en question et je viens de voir que vous avez un corps de ferme qui est à vendre. Je voulais savoir exactement quel était le produit, tu vois. Parce que moi, je suis à la BNP. Et moi, la BNP, ça fait depuis 1982 que j'y suis. Donc les mecs, quand j'arrive, c'est... on déroule le tapis. Laurent, ça fait 20 piges, il est à la BNP. C'est un client, confiance. Vous y allez. Dans ma tête, c'était ça, tu vois. Et mes parents derrière, ouais, c'est bien, vas-y, c'est ce qu'il faut, etc., etc., etc. Bon. Je prends rendez-vous du coup avec le mec, je fais mon rendez-vous en clientèle, et puis le soir même, on visite. Donc là, le mec arrive, et je me rappellerai toujours, c'était marrant, c'est pas de sa faute, mais c'était marrant, mais le mec il était tout petit, tu vois. Il était tout petit, et il me regardait comme ça, tu vois. Et moi, là, ça c'est une superbe affaire, ce que vous allez faire, c'est génial à votre place, machin. Il était tout petit, tu vois. Et en plus, c'est un corps de ferme abandonné, l'herbe, limite, a été aussi haute que lui, tu vois. Donc c'est un peu déstabilisant l'histoire. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai déjà acheté une maison, donc là, ça me fait pas peur. Attention, je suis un investisseur. Hein. Parce que oui, généralement, moins on a d'expérience, plus on veut faire croire qu'on en a. Donc moi j'étais parti là-dedans, tu vois. Genre oui, là le corps de ferme, ça c'est des briques, hein. Je sais reconnaître une brique. Ça c'est des ardoises, hein, c'est pas des tuiles. Hein. Ne la faites pas, moi, attention, hein, je suis à la BNP.
Et puis on commence à faire la visite. Et là, je me rends compte que le corps de ferme, on est plus près de la ferme que du corps, quoi. Tu vois, il n'y a plus rien qui tient. Mais par contre, il y a de la surface. Tu vois, il y avait 180 mètres carrés au sol sur un niveau. Donc ça faisait 360 mètres carrés de surface. Et le truc, il était à vendre 77 000 euros. 77 000 euros. Et le terrain, 1200 mètres carrés, tu vois. Bon, on était en campagne, tu vois. 1200 mètres carrés de terrain avec une telle surface, tu te dis, il y a peut-être quelque chose à jouer. Donc le mec, il me dit, l'agent immobilier, écoutez, c'est simple, vous divisez en 3, vous faites 3 logements. Ces 3 logements-là, vous pouvez les louer entre 600 et 700 euros par mois, facile. Donc ça vous fait entre 1008 et 2100 euros par mois. Donc 77 000 euros. Et il me dit, moi j'ai plein d'artisans, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est que les artisans, je vous les présente et allez, pour 40 000 euros, on refait tout. Tu la connais cette petite phrase des agents immobiliers? Non, parce qu'il y en a des bons agents immobiliers, mais il y en a des moins bons, tu vois. Et il y en a, ils n'ont pas la notion de travaux, tu vois. Il y en a, pour 40 000, la notion, ils te refont la tour Eiffel, tu vois. Donc il faut faire attention. Mais il y a des très bons agents immobiliers qui disent les choses vraies, hein. Il y a de tout, c'est comme tous les métiers, tu vois. Il y a des bons et des moins bons. Et donc moi, si tu veux, n'ayant pas d'expérience et venant d'acheter ma maison, ma résidence principale, en me disant que les crédits, j'allais les faire dans le temps, je me suis dit, là, Laurent, t'es en train de toucher au bonheur. T'es sur l'autoroute du plaisir. Je pense que on est sur un kiff. Je te resitue, on est en 2002. En 2002, c'est pas 2020. C'est pas les réseaux sociaux. YouTube, ça n'existe pas. Instagram, ça n'existe pas. On est au démarrage de Google. Moi, en ordinateur, j'avais un Atari, je m'amusais avec un Amstrad, c'était des disquettes comme as. Attention, hein, on n'était pas dans les mêmes époques. Hein. La SCI, il n'y avait que les comptables, les notaires et les gens qui avaient les chefs d'entreprise qui connaissaient ces montages. SCI, personne ne connaissait. Moi, quand j'ai dit SCI à mes parents, ils ont pensé que c'était un parti politique à la base. Hein. Attention, on partait de loin. Donc là, du coup, si tu veux l'histoire, j'avance un petit peu. Ça me rappelle des super moments, c'est complètement fou. J'ai l'impression de te raconter ça comme si c'était dans les années 40, alors que c'était en 2002, c'était il y a à peine 20 ans. Tu vois. Donc là, du coup, ce que je fais, c'est que je dis, je veux bien les coordonnées de vos artisans. Et il me dit oui, il n'y a pas de problème, mais par contre on signe un compromis. Alors là, moi pareil, hein, tu sais, encore une fois, quand tu sais pas, tu fais ce qu'on te dit. Hein. C'est à un moment donné, si le maître nageur, tu sais pas nager, il te dit il faut sauter, tu lui demandes pas si c'est un grand bain ou un petit bain, tu sautes. Si c'est un grand bain, tu lui dis il est taquin. Je signe le compromis. Et là, il me dit, je vais vous donner les coordonnées déjà d'un peintre. Et je dis, comment ça, un peintre? Il y a la charpente à faire, la couverture, il y a de la maçonnerie, il y a de l'électricité, il y a du plaquage, il y a les salles de bain à faire, les cuisines, bref. Et le mec, il me donne les coordonnées d'un peintre, tu vois. Genre, le peintre, il va tout faire, tu vois. Et là, j'appelle le mec, il répond pas. Donc du coup, je rappelle l'agent immobilier. L'agent immobilier, il me dit, bah attendez, je vous donne un autre coordonnée d'un maçon. Il me donne un maçon. Le maçon, il m'appelle. Il m'explique que déjà, pour 40 000, il sait pas s'il arrivera à refaire la maçonnerie. Bref, je fais faire les travaux. Je fais faire les devis, pardon. Je fais faire les devis. Et là, sur les devis, j'en ai pour 170 000 euros pour pouvoir faire les 3 logements. On était loin des 40 000, tu vois. 77 000 plus 170. Pour 2000 euros de rentrée locative, on était tout juste sur une renta peut-être à 7%, 8% en pleine campagne si tout était loué, tu vois. Donc du coup, le projet, c'est plus du tout le même. Je me dis, non mais attends, là, on part dans... Donc je me retrouve avec mon budget travaux, qui est complètement faramineux. Et donc je décide d'appeler ma compagne de l'époque et lui dire, on va visiter le bien pour voir ce que t'en penses, toi, et voir si les travaux, ça vaut toujours le coup de les faire. Elle vient avec moi et là, elle flash. Elle flash sur l'endroit et elle dit non mais attends, on va pas faire des logements là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va raser le corps de ferme. On va y construire notre résidence principale et on va vendre l'autre maison dans laquelle on est, celle qu'on a achetée à 88 000 euros. Donc je dis bon bah ok, elle me convainc. Donc je dis on va faire ça. Donc on garde le compromis et puis là, on file à la BNP.
allez, je vous le donne dans le mille. Parce que là, la BNP, c'est ma banque. Attention. Et c'est la banque dans laquelle je suis depuis 1982. C'est-à-dire que quand j'arrive là-bas, je suis VIP. J'ai la carte. Attention, je paye tous les mois. Je suis un client de confiance. La banque me doit au moins ça. Elle va me suivre sur tous mes projets, c'est sûr. C'est inscrit dans le marbre. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Allez, on se retrouve. Je viens d'enlever le manteau. Donc on se retrouve à la BNP avec le conseiller. Donc du coup, je lui expose le projet. Je lui dis voilà, on a acheté chez vous, ça il est au courant, mais bon, c'est bien de le réexposer. J'ai acheté chez vous une maison 88 000 € il y a 1 an. J'ai commencé les travaux à l'intérieur, j'avais même bien avancé parce que je tapais tous les soirs, je tapais tous les midis, je tapais tous les week-ends, bref, j'étais devenu esclave un peu du truc, tu vois, parce que j'avais dans ma tête l'idée que si c'est moi qui fais les travaux, ça va me coûter moins cher. Alors ça c'est vrai pour la résidence principale, c'est pas faux, parce que dans la résidence principale, quand on revend, la plus-value que l'on fait, c'est-à-dire le prix de vente moins le prix où on l'a acheté, la différence c'est notre bénéfice, il n'y a pas d'imposition dessus. C'est moins vrai pour la location parce que dans la location on peut déduire tous les travaux qu'on a fait avec les artisans. Mais là pour le coup c'était une résidence principale. Donc ce que je fais c'est que je tape pendant 1 an, je mets les toilettes avec mon papa, je fais la terrasse, je refais l'électricité, je fais des cloisons, je fais des dressings, je refais les chambres, je refais la salle de bain, bref je tape comme un malade. Avec le peu d'argent qu'on a, mais on est bosseurs et on tape comme des fous. À ce moment-là, du coup, on sort de la visite avec mon ex-compagne et puis elle me dit on va vendre la maison qu'on a retapée et puis on va acheter celle-ci. Alors par contre celle-ci, le terrain était à 77 000 €, il y en avait à peu près pour 170 000 € de travaux, et si on refaisait construire une maison dessus, donc on rasait et on reconstruisait, il y en avait pour 200 000. Donc il y en avait pour 277 000 € pour pouvoir faire le projet. Donc 88 000, 277 000, tu vois qu'il y avait un écart. Par contre la bonne nouvelle là-dedans, c'est que 2000, 2001, 2002, 2003, l'immobilier c'était en flèche, tu vois. Tu faisais rien, tu gagnais de l'argent. C'était comme ça. C'était avant la crise de 2008-2009 subprimes. Cette fois-ci, ça montait. Donc, j'appelle un ami à moi qui était agent immobilier à 20 bornes de la maison que j'avais achetée à 88 000. Tu vois. Et là, le mec, je l'appelle et je dis ouais, excuse-moi, tu pourrais passer pour évaluer le prix de ma maison. Tu vois, parce que moi, j'avais pas de notion. Je me dis, j'ai tout refait. Est-ce que la maison, elle vaut 100 000 ? Est-ce qu'elle vaut 110 000 ? Est-ce qu'elle vaut 120 000 ? Soyons fous. Parce que du coup, ça va nous créer une plus-value. Et cette plus-value, ça va nous permettre de mettre de l'apport pour le nouveau projet, tu vois. Le nouveau projet, 277 000. Et moi, je gagnais toujours entre 1007 et 1009. Et mon ex-compagne a gagné entre 1002 et 1003 par mois, tu vois. Donc à nous deux, on était à 3000, 3100. Elle avait son crédit voiture, j'avais mon crédit de ma voiture à moi, tu vois. Donc du coup j'appelle mon ami vient, il regarde la maison, tu vois. Il fait le tour, il dit ah bien rénové, ah puis il y a 3 chambres, ça c'est intéressant, des toilettes au rez-de-chaussée, super. Alors moi je découvrais, moi j'avais fait les toilettes au rez-de-chaussée, je sais parce que j'avais pas de place en haut, tu vois. Et là le mec il me dit ah les toilettes au rez-de-chaussée séparées de la salle de bain, ça c'est un atout. Il y a une terrasse, ah il y a une véranda, le mec il me sortait des trucs que j'avais pas fait exprès, tu vois. Comme quoi des fois à faire des choses, eh ben il y a du bon, et à faire des choses, vous gagnez de l'argent. Il y a que les gens qui ne font rien, hein, qui n'arrivent à rien, pour le coup là j'étais récompensé. Et là de seul coup il se pose, il me dit écoute, moi par rapport à ta maison, je pense qu'on peut la vendre 160 000 €. Je dis quoi? T'es sérieux? 160 000? J'ai travaillé comme un rat pourri pendant 1 an. J'ai gagné 20 000 €, hein, 1008 par mois pendant 12 mois, t'es entre 20 et 25 000, tu vois. J'ai gagné 20 000 € en allant bosser à 8h30 et en revenant à 17h30, 5 jours sur 7, comme un rat pourri. Et là, tu me dis qu'avec la baraque que j'ai rénovée, je passais de 88 000 à 160 000. C'est quoi le délire? Donc là, mon ex-compagne, pareil, elle me dit c'est quoi, attends, c'est un truc de fou, on n'arrivera jamais à la vendre à ce prix-là, on la met dans ces cas-là à 120 000, comme ça elle va partir tout de suite, on va faire une plus-value. Et mon pote me dit non Laurent, mais là à 160, je te promets, la maison elle part. À 160, j'ai du monde. Bon, je dis écoute, par contre j'ai un problème. Ah bon? Ouais. Je dis on va racheter quelque chose, et je dis on va faire construire. Donc entre le moment où on dépose le permis, il est autorisé, la maison se monte,
et on rentre dedans, il nous faut 12 mois. Et là, je croyais qu'il allait me dire, ouais, mais attends, Laurent, 12 mois, moi, rappelle-moi dans 8 mois, et je vends ta maison. Mais le mec se démonte pas. Il me dit, Laurent, ce qu'on va faire, c'est qu'on met la maison en vente maintenant, on va organiser les visites maintenant, et sur le compromis, on expliquera que la maison sera livrée et disponible dans 12 mois. Je dis quoi? Mais j'ai dit, attends, arrête, à un moment donné, j'adore la magie, j'adore Walt Disney, mais arrête de m'expliquer qu'on va vendre la maison 160 000 euros parce que j'ai fait des travaux et qu'elle va être dispo dans un an. Qui va acheter une maison en disant je rentre dedans dans un an? Il n'y a personne. Il me dit, je te promets, Laurent. Et là, c'était encore un problème de mindset de ma part, tu vois. C'était là le truc, tu vois. J'étais devant une porte, un mur. C'est pas possible. Je ne peux pas vendre ma maison et qu'elle soit dispo dans 12 mois. Alors qu'aujourd'hui, tu me le dis, je te dis ouais, même dans 24 mois. Des ventes en état futur d'achèvement, les VFA, ça existe. Il y a des gens qui achètent sur plan et on les livre 12 mois après. Ou il y a des gens qui achètent et ils sont mutés que dans 6 mois et ils ont besoin d'une maison dans 6 mois, tu vois. Il y a de tout, il y a de tout. Il faut juste avoir la capacité de le comprendre. Et moi, à l'époque, j'étais tellement buté que bon. Mais face à la confiance de mon ami, qui me disait, Laurent, je te promets, ça m'arrive, c'est pas courant, mais ça m'arrive, je vends des maisons qui sont dispo dans 6 mois, 8 mois, 1 an. Il me dit, de toute façon, ça fait quoi? On essaye, je la rentre en agence, je fais les visites, et puis on va. Bon, je dis, ok, qu'est-ce que t'en penses? À mon ex-compagne, elle me dit, bah écoute, on le tente. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on met la maison en vente, disponible dans 12 mois. On n'avait pas encore de crédit, hein, bien entendu, mais on a rendez-vous à la BNP. La BNP, c'est la banque de toujours. On va arriver, je sais même pas si c'est besoin, je sais même pas si c'est nécessaire qu'on se déplace, hein, parce que avec un simple coup de fil, ils vont nous prêter 277 000 euros. Ça me paraît évident, mais parce que je suis fidèle. Ça fait 20 ans que je suis à la BNP. À un moment donné, voilà. Moi, dans ma tête, ça c'était réglé. Autant j'avais du mal avec le fait que la maison elle se vende à 160 000 euros disponible dans 12 mois, autant 277 000 euros à la BNP, limite ils allaient même dire on arrondit à 300 000, hein, comme ça vous laisse le ok pour s'organiser. Bon. Donc là on remplit les papiers, il reprend bien ses mesures, machin, il fait les petites photos, intérieur, extérieur, il me demande le prix de la taxe foncière, la taxe d'habitation, non pas la taxe d'habitation, il me demande la taxe foncière, pas la taxe d'habitation, je dis des bêtises. Et du coup, bah voilà, nous voilà arrivés à l'étape de je mets ma maison en vente alors que je n'ai pas d'autre maison. Donc déjà au niveau du stress, sur une échelle de 0 à 100, on était à peu près à 4007. Mon ex-compagne, elle partait bosser en se disant que dans 12 mois, on dormirait à la rue. Voilà. Donc là, on prend rendez-vous avec le conseiller bancaire et lui, il s'occupe de mettre la maison en vente. On file à la BNP, là on arrive, on avait le dossier. Moi j'étais passé de 1008 à 1810 par mois, tu vois, une grosse augmentation de 10 euros. Mon ex-compagne elle n'avait pas bougé, on avait toujours nos crédits voiture, la situation n'avait pas changé. Et on arrive super confiant. On arrive, on va voir le banquier. Bonjour, vous vous rappelez de nous? Bah ouais, je vous ai vu hier. Ah oui, c'est vrai, c'était il y a un an. Bah écoutez, on vient vous voir parce qu'en fait on a un super projet là. Bon voilà, on va vous le présenter même si on sait que c'est fait. Une nouvelle résidence principale et on va vendre la maison que je commence à voir son état. Je me demandais s'il était malade le mec, tu vois, parce qu'il n'avait pas la même envie, tu vois. Il me dit oui, ok, bon bah asseyez-vous, le projet est à combien? Bah, je dis 77 000 euros de terrain, plus la construction, les frais de notaire. Je dis bah là pour le coup on est donc on était à 277 plus le montant des frais de notaire. Non mais attendez, vous plaisantez, 3 000 euros de revenu général, avec les crédits auto, vous me demandez 277, mais ça passera jamais. Nous ici on propose que du taux fixe, jamais on pourra vous suivre, je peux même pas présenter votre dossier. Je dis quoi? Mais c'est que cette histoire? Mais attendez, on a toujours payé, on est des clients sérieux, je vois pas ce que ça va changer. Et puis de toute façon on va vendre notre maison. Et sur la vente de notre maison, on va faire 70 000 euros de bénéfices. Donc les 70 000 euros, on peut les réinjecter. Donc on n'a plus que 200 000 euros à demander.
Oui, mais attendez, la vente de votre maison, c'est de l'hypothèse. Si votre maison ne se vend pas, qu'est-ce qu'on fait? On vous prête de l'argent, vous vous retrouvez avec de crédit, vous pouvez plus payer. Bref, le mec nous fait comprendre que c'est pas possible, c'est pas envisageable et qu'on peut pas aller plus loin. Tu vois, on est marié avec cette maison à 88 000. On peut pas aller plus loin, c'est pas possible. Et là, d'un seul coup, en fait, si tu veux, on me refuse le prêt. On me refuse d'étudier le prêt même, tu vois. Et d'un seul coup, je me sens comme dans un ascenseur, tu vois, qui fonctionne plus. Le truc, je redescends 1000 étages et je comprends pas. Je comprends pas parce que j'ai eu cette éducation, encore une fois, de me dire que la banque, elle a de l'argent, t'es son client, tu vas pas voir ailleurs, tu vas pas voir d'autres banques et elle te le rend bien. C'est-à-dire qu'elle te prête, elle te fait confiance. Et en fait, je me suis rendu compte que la banque, elle me prêtait un parapluie quand il pleuvait pas et quand il pleuvait, elle me le récupérait, tu vois. C'est-à-dire qu'elle était capable de m'aider, de me suivre au moment où j'avais pas besoin forcément de cet argent. Et par contre, au moment où j'en avais besoin pour me développer, pour franchir un cap, pour monter une marche dans mon milieu social, je me rendais compte que elle était plus là, quoi. Elle était plus là parce qu'elle voulait pas prendre le risque. Elle comprenait que mon projet était viable, elle comprenait que j'avais envie, elle comprenait que j'étais pas trop con, elle comprenait qu'on avait envie de tout faire, elle comprenait que... Mais non, elle voulait pas. Je le prends très mal. Dans le bureau, le banquier, le conseiller bancaire, pardon, il voit que je suis pas bien, quoi. Il voit que je comprends pas, il voit que je... Donc dans sa bienveillance, il me donne les coordonnées. Je crois que c'était l'UCB à l'époque, ça n'existe plus, je crois. Ça appartenait à... C'était une filiale de la BNP qui, eux, proposaient des crédits à taux variable. Les crédits à taux variable, en fait, c'était des crédits qui étaient indexés sur... à l'époque, nous, c'était sur la bourse. Si la bourse monte, notre crédit monte. Si la bourse descend, notre crédit descend. Je parle en taux d'intérêt. Donc, en gros, tu signes, au lieu d'avoir du 7% fixe, tu signes à 6, capé 3. Donc, tu peux monter à 9 et tu peux descendre à 3, tu vois. Mais bon, tu sais jamais combien tu vas payer. Donc ça me dérangeait un petit peu, c'était les prêts à taux variable, mais en gros on n'avait pas le choix. C'était soit on prenait rendez-vous avec un conseiller de l'UCB et il étudiait notre dossier, ou alors on disait non à notre projet, tu vois. Et comme on s'était tellement déjà impliqué en mettant la maison en vente, on s'est dit on va rencontrer le gars, tu vois. On prend rendez-vous avec le gars, donc on sort de cette agence, on était dépité, on est rentré à la maison, limite on n'a pas parlé dans la voiture, on n'était pas bien. On avait l'impression on était sur un trampoline, tu vois, on sautait, et là, boum, t'enlèves les ressorts, tu vois, boum, par terre, t'es comme un con. Et on prend rendez-vous, et là on y va, je me rappelle, c'était un soir, j'arrive avec tous les papiers, et le mec, je te jure, il nous parle chinois. On est resté 2 heures, et pendant 2 heures, on n'a rien compris. Et c'est là où c'est important, et c'est là où on voit la différence entre les commerciaux qui vendent en expliquant aux clients ce qu'est le produit, et les clients qui vendent en expliquant aux clients que eux-mêmes savent ce qu'est le produit. C'est complètement différent. Si je te vends un produit et qu'à la fin tu n'as rien compris, mais tu te dis je connais mon produit, je ne m'y suis pas pris de la bonne manière. Si par contre à la fin, toi tu as compris, alors j'ai réussi et j'ai eu un côté pédagogique. Ce mec-là n'avait aucun côté pédagogique. Il nous faisait des schémas, il nous expliquait par A plus B que le Ribor à 3 mois CHF, donc la bourse d'Angleterre par rapport aux indices, on ne comprenait rien. On voulait savoir combien on avait payé par mois, et on ne comprenait rien. Et même par rapport à ça, il n'était pas capable de nous dire non, parce que vous comprenez, si vous avez une mensualité à 300 € par mois à peu près, sur les 300 €, il se peut que vous ayez 50 € d'intérêt. Par contre, si le taux vient à monter, là vous aurez 85 € d'intérêt au détriment du capital. Donc, vous comprenez rien. Et à la fin on lui dit, et du coup vous pouvez nous prêter? Il faut que je fasse l'étude. Ok, d'accord. On rentre à la maison. Donc on savait pas s'il nous suivait. On rentre à la maison. Et là à la maison, sur le trajet, mon pote à qui j'avais mis la maison en vente, il m'appelle et il me dit Laurent, ça va? Je dis ouais, ça va, ouais. Ça doit être le terme, mais je sais pas. Écoute, j'ai une bonne nouvelle. J'ai 2 couples de clients qui sont intéressés pour visiter la maison. On se regarde avec mon ex-compagne, on dit c'est quoi le délire, quoi. La maison qu'on pensait pas vendre, le crédit qu'on pensait avoir,
on se retrouve avec une maison qui va sûrement se vendre plus vite qu'un crédit qu'on va avoir. Donc c'est bien, hein, on va se retrouver avec 160 000 euros, moins 88, et puis les quelques euros qu'on a payés pendant l'année. Donc on va faire à peu près 70 000 euros de bénéfice, mais on n'a plus de maison, on ne sait plus où dormir, quoi, tu vois. Ok, donc je lui dis ok, bah écoute, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous le lendemain soir. Le lendemain soir, les gens, ils arrivent. Premier couple, il fait la visite. Il part. Il a fait la visite avec l'agent immobilier, il nous a même pas posé de questions. Deuxième couple derrière, il fait la visite. Et il se barre. Donc ok, et mon pote me dit, on débriefing, ouais, on fait un débrief, t'inquiète, j'y vais, on en parle, ok, etc. Et puis avec mon ex-compagne, je dis bah alors, t'en penses quoi? Bah je sais pas, ils sont venus, ils ont visité, ils sont partis, ils nous ont pas posé de questions, ils peuvent pas être intéressés. Le lendemain, mon pote m'appelle, il me dit Laurent, écoute, j'ai eu une proposition. Je dis ah ouais, bah si les gens ils ont pas posé de questions. Il dit non, mais ce sont des gens qui habitent en Bretagne et qui d'ici 8-10 mois vont arriver ici. Et du coup ils cherchent une maison, donc 12 mois ça pourrait leur convenir. Ouais, je dis ok, d'accord, c'est chaud. Et je dis c'est combien la proposition? Ah, il dit bah au prix, ils m'ont fait une proposition au prix, donc c'est bon si tu veux qu'on signe le compromis. Je dis quoi? Non mais je dis qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? En fait, on venait de vendre la maison 160 000 euros, on n'avait toujours pas le retour de la banque, on n'avait pas déposé de permis, on n'avait pas commencé à choisir un constructeur pour la maison. En natation aquatique, ça s'appelle être sous l'eau, ça, hein, c'est le terme. Donc du coup, nous, on se démonte pas. On part en agence, on signe, on vend notre maison, disponible dans 12 mois. C'est parti, yalla. De là, on retourne donc à l'UCB, là, la filiale de la BNP. Je me rappelle plus si c'est ça ce nom, mais c'est l'UCB, je crois, et ça a été racheté après par pas Cofidis, mais un truc de crédit. Et le mec, on va le voir, et le mec, il nous dit, bah écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Voilà. On est capable de vous prêter à hauteur de 277 000 euros sur 20 ans. Non, sur 15 ans. Attends, c'était combien déjà? C'était sur 15 ans. Et ça faisait des mensualités à 2000 et quelques euros par mois. Non, je dis des conneries. Ça faisait des mensualités à 1500 euros par mois. Et ensuite, on était à 2000 parce que l'année d'après, on pouvait augmenter. Et comme l'année d'après, je m'étais mis à gagner beaucoup d'argent, j'avais changé de boulot. Du coup, on était passé à 2000 euros par mois. Mais on était à 1005 sur notre crédit pour 277 000 euros. Donc, bah, le mec nous présente ça. Taux variable, ok, d'accord. Chose qui nous a servi parce qu'après, avec la crise des subprimes, en fait, les taux ont littéralement chuté. Donc, en fait, ça nous a servi. Mais ça, on ne le savait pas encore. Donc, du coup, on signe. Et puis, bah, du coup, on cherche un constructeur. Donc, à l'époque, moi, je connaissais quelqu'un qui construisait des maisons. Il nous fait un devis et puis on commence à monter la maison qui va devenir notre résidence principale. On a mis 8 mois à monter cette maison. Au 9e mois, on rentre dedans. Et puis derrière, on fait la transaction acte définitif, livraison de la maison à 160 000. On prend notre petit pactole, etc. C'est très bien passé. Je te fais vite la fin de l'histoire parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'était pour te parler des banques. Et tu vois qu'en fait, une fois que je suis sorti de la BNP et qu'on m'a présenté l'UCB, je me suis rendu compte d'une chose, tu vois. Une chose que j'ai mis ensuite en pratique, qui est pour moi la chose la plus importante, qui est la multibancarisation. Parce que quand je suis sorti, en fait, j'ai dit à mon ex-compagne, je dis, mais en fait, on n'a qu'une banque. En fait, on a le droit. Ils ont le droit de vie et de mort sur nous, quoi. Ils choisissent de tout. Parce qu'à l'époque, on m'aurait expliqué que je pouvais avoir plusieurs banques. J'aurais peut-être eu la BNP, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole. Allez, juste 3 banques. Bon, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais pris rendez-vous avec la BNP, ils m'auraient dit non. J'aurais dit ok. Pas grave, allez, bonne journée, à bientôt. J'aurais été à la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, ils m'auraient dit bah écoutez, on va étudier. Et après, j'aurais été à la Crédit Agricole, ils m'auraient dit bah c'est un oui. Ou alors on va étudier effectivement, et j'aurais mis les banques en concurrence. J'aurais dit bah écoutez, j'ai la banque qui me dit oui, mais à telle condition, vous êtes à combien? J'aurais été dans une démarche de négociation, quoi. J'aurais dit bah écoutez, je suis à la BNP,
là je viens vous voir à la caisse d'épargne, si vous voulez me récupérer comme client, c'est-à-dire la domiciliation de mes salaires, si vous voulez que je vous ouvre une assurance vie, que j'ouvre un livret A chez vous, que j'ouvre un PEL, que j'ouvre un CEL, que je prenne une carte bleue premium, on aurait pu négocier, tu vois. Là, comme j'étais à la BNP, ça faisait 20 ans que j'y étais, que j'avais tout chez eux. Mon salaire, mon assurance, maison, mon crédit maison, j'avais tout chez eux. Il n'y avait aucun intérêt à me récupérer. Ils avaient tout déjà. Alors que si j'avais eu plusieurs banques, j'aurais pu faire marcher la concurrence. À ce moment-là, je suis sorti de la BNP, je te jure que c'est vrai. Je me suis dit, et j'ai dit à mon ex-compagne, on va ouvrir des comptes dans notre banque. On a ouvert un compte, je me rappelle, à la HSBC. On a ouvert un compte à la caisse d'épargne. On a tenu avec ces 3 banques. Et plus ça a été dans les années, plus on a ouvert des comptes à la banque. De façon à avoir des cartes bleues, des chéquiers, des facilités de caisse. De façon à ce que si demain on a un problème, on puisse avoir un découvert autorisé, on puisse jongler avec plusieurs banques. Voilà, l'idée c'était de ne plus se retrouver pieds et poings liés. Aujourd'hui, quand j'arrive dans une banque, si la banque ne veut pas me suivre, j'ai dit ok, très bien, bonne journée, au revoir. Et elle le sent. Elle le sent parce que souvent quand elle me dit je pourrais voir vos relevés de compte de diverses banques, j'ai dit oui, on a une banque là, elle sent qu'elle n'est pas toute seule. Donc elle sent qu'il y a des fonds ailleurs et donc elle, ce qu'elle veut, c'est les récupérer ces fonds pour en avoir le maximum possible. Là aujourd'hui, nous on a plusieurs voitures, tu as une voiture ici, tu as une voiture là, tu as une voiture là, ça l'intéresse de savoir qu'il y a plusieurs biens, on a plusieurs immeubles, donc quand on dit j'ai une SCI, ok, je peux avoir le bilan, sur le bilan elle voit en bas du bilan, elle voit les liquidités qu'il y a dans les comptes, tu vois. Tu vois Crédit Agricole plus 10 222 euros, BNP plus 1722. Si tu as la BNP, ils vont se dire merde, il y a plus de fonds, ce serait bien qu'on les rapatrie, tu vois. Donc le fait d'avoir plusieurs banques aujourd'hui, et quand je suis sorti de la BNP à l'époque, donc c'était en 2002, donc il y a 18 ans, je me suis dit ça, ok. Ok Laurent, tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir parce qu'on souffre pas de ce qu'on ignore. J'étais pas au courant, je savais pas. Par contre, si je me fais avoir une deuxième fois, là, ce sera de ma faute. Donc il est hors de question que je me fasse avoir une deuxième fois. Donc j'ai commencé à ouvrir plusieurs comptes de façon pas me faire avoir. Et au moment où je te parle, voilà, j'ai plusieurs comptes bancaires, tu vois. Là, j'ai mon porte-carte qui est ici. Tu vois, je prends mon porte-carte, je me retrouve, tu vois, j'ai plusieurs cartes bleues qui sont là. Je suis pas pris au dépourvu. Tu vois, si je dois voyager, j'ai une carte qui passe pas, j'en ai une deuxième. La deuxième, j'arrive au plafond parce que je suis resté 15 jours en voyage, j'en ai une troisième. La troisième, elle ne fonctionne pas. Ma femme, elle a également 3 ou 4 cartes bleues, ce qui permet de pouvoir jongler. Idem avec les cautions. Tu loues une voiture, nous aujourd'hui, je te mettrai d'ailleurs un petit lien si tu veux sous cette vidéo, on utilise Revolut également en carte bleue, qui nous permet de pouvoir faire des transactions, des virements à 0 €. Même aujourd'hui, quand on dépense de l'argent, on a un cashback, on nous rend de l'argent, tu vois. Bref, je suis pas là pour faire de la publicité sur les cartes bleues. Mais tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, je mets toutes les chances de notre côté de façon à ne pas être pris au dépourvu. Et le fait d'avoir plusieurs banques fait qu'aujourd'hui, no stress. Vous voulez pas me suivre sur ce projet-là? Bonne journée, au revoir. Ça a même changé la relation parce que moi, j'ai eu 2 entreprises dans ma vie. Sur une entreprise, à un moment donné, j'avais beaucoup de cash. J'avais eu besoin d'un crédit. La banque me disait « Bonjour, vous voulez que je vienne vous voir à quel moment ?» C'est-à-dire que c'était la banque qui venait dans mes locaux, tu vois. Elle venait me voir et elle me disait « Voilà, nous aujourd'hui, on a une ligne de crédit pour vous. On est capable de vous prêter tel montant suivant tel projet pour tel développement de votre entreprise. » Donc c'est la banque qui vient à toi. C'est la banque qui te propose. Donc quand la banque vient à toi, tu es capable d'appeler ton autre banque et de dire « Est-ce que vous pouvez venir me voir? Parce que là, j'ai votre concurrent qui est venu, qui me propose un truc sympa. Qu'est-ce qu'on fait ?» Tu vois. Et tu deviens et t'es en position de force. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était livraison à cœur ouvert d'une expérience qui m'est arrivée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Si tu as déjà vécu ce genre de situation, dis-le moi dans les commentaires pour qu'on puisse échanger. Attention, il n'y a pas de bonne et de mauvaise banque pour moi. Il n'y a que des bons et des mauvais conseillers bancaires. La BNP,
elle nous a suivis sur d'autres projets après, d'accord? Donc je dirais pas que c'est une bonne banque, je dirais pas que c'est une mauvaise banque, car pour moi toutes les banques se valent. Ce qui fait la différence, c'est son directeur d'agence et ses conseillers bancaires. C'est simplement ça. Tu as un directeur d'agence qui a envie de développer, qui croit en l'immobilier, alors forcément il va t'aider, il va comprendre les choses. Tu as un conseiller bancaire dans une banque qui pourtant donne la chance, mais qui n'y croit pas, eh ben, il va plutôt avoir le levier sur d'autres produits. On avait la mode du crédit in fine où tous les banquiers voulaient faire du crédit in fine. On avait la mode de PERP à l'époque, les plans d'épargne retraite, où tout le monde devait claquer du plan d'épargne retraite. Voilà, donc encore une fois, attention, il n'y a rien contre la BNP dans cette vidéo, il n'y a rien pour non plus. Ensuite, j'ai acheté un local à la Banque Populaire. Ils m'ont suivi. Derrière, je leur ai demandé, parce que j'avais une entreprise, de m'aider sur un besoin de fonds de roulement. Ils m'ont pas suivi. Voilà, tous les projets se valident au cas par cas. Tout est affaire de projets. À vous de voir comment vous souhaitez le développer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de bonne mais de mauvaise banque, encore une fois. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, on va parler ensemble, banque, expérience qui m'est arrivée. Comment la banque m'a refusé mon crédit pour un projet immobilier. Je resitue un petit peu la situation. On est dans les années 2000. On est en 2001, 2002. Moi, je m'appelle Laurent Boutier. Si tu ne me connais pas, j'ai 38 ans. Aujourd'hui, je vis de mes rentes locatives, de mes revenus locatifs, de mon parc immobilier, mais ça n'a pas toujours été évident. Et en fait, je suis né d'un milieu très modeste. Mon papa chauffeur-livreur, ma maman assistante maternelle, et j'ai pas eu d'éducation financière, j'ai pas eu d'éducation d'investissement. Je n'avais pas des parents qui étaient investisseurs et du coup, j'ai eu cette éducation de dire il faut faire très attention à l'argent. L'argent a une valeur. Par contre, il faut en mettre un petit peu de côté pour plus tard, parce qu'on verra un jour s'il arrive quelque chose. Et le plus tard, c'était préparer la retraite, c'était s'il arrive un pépin, c'était si. Mais j'ai pas eu cette éducation de comment avec 1 euro, si on le dépense pas mais on l'investit, en faire 2. Voilà, ça, j'ai pas eu. Je l'ai découvert bien après. Un peu par hasard, mais je l'ai découvert après. Ce qui fait que finalement, je suis né en 1982 et mes parents m'ont ouvert un compte dans une banque qui s'appelle la BNP. Voilà, ils m'ont ouvert un compte à la BNP. Et de 1982 jusqu'à 2000, l'année de mes 18 ans, on a toujours mis de l'argent dessus. C'est-à-dire qu'à l'époque, ma maman mettait 20 francs. On était en francs dans les années 80. 20 francs par mois. En euros, ça fait un peu moins de 4 euros. Ça fait 3 euros et des bananes. Mais dans les années 80, 20 francs, c'était déjà pas mal. Tu vois, je te rappelle, à l'époque, dans les années 80, une baguette, ça valait entre 3 et 3 francs 50. Tu vois, aujourd'hui, une baguette, c'est 1 euro. Donc, c'est le double. Donc ils me mettaient entre 3 et 4 euros par mois sur un livret. Et puis moi, à partir de 16 ans, j'ai commencé à distribuer les journaux dans les boîtes aux lettres, parce que oui, à 16 ans, on pouvait toucher un salaire. Donc j'ai commencé à mettre les journaux dans les boîtes aux lettres et mon salaire, je le mettais sur mon compte en banque. Voilà, j'utilisais un petit peu d'argent pour mes sorties, mais je n'étais pas très dépensier à cet âge-là. Donc de 0 à 18 ans, j'étais à la BNP dans une banque où j'avais cette éducation de me dire qu'il faut faire confiance à la banque. La banque, c'est une entité sur laquelle tu mets ton argent et à la fin, si tu veux le récupérer, tu lui dis merci. En plus, si elle est gentille parce que tu es fidèle, elle pourra peut-être te prêter de l'argent, moyennant quelques intérêts qui font qu'à la fin, tu payes ton prêt 2 fois. Voilà, c'était ça la banque. Et puis la banque, c'était une entité qui était forte, qui était costaud, il fallait pas lui prendre la tête, c'était elle qui décidait de ton avenir, c'est-à-dire que c'était elle qui décidait si tu avais le droit ou non d'emprunter. Tu pouvais pas défendre ton projet, parce qu'il y avait une règle qui était le 33% d'endettement, et que si tu gagnais 1000, la banque voulait bien, si tu la remerciais, te prêter 330. Voilà comment ça fonctionnait et voilà comment j'ai été éduqué. Donc à mes 18 ans, je commence à retirer un petit peu d'argent, vivoter. On me donne pour la modique somme de 30 francs par mois une carte bleue.
grand seigneur, la banque. Pour la modique somme de 100 francs tous les trimestres, on gère mes comptes, hein, gestion de compte. Voilà, pour la modique somme de 100 francs. Et puis, je demande un crédit voiture. Donc, je demande un crédit voiture, pas de problème, crédit voiture, clac, on vous fait un crédit voiture. Alors là, 7,5% je crois, hein, à l'époque, les taux d'intérêt pour acheter une bagnole. Donc, j'avais fait un crédit de 10 000 francs. 1500 € aujourd'hui. J'avais fait un crédit de 10 000 francs pour m'acheter une Citroën Visa, tu vois, qui consommait plus d'huile que d'essence. J'avais trouvé un petit job à Paris. Alors le job, je t'en parle, c'était complètement ouf, comme quoi quand on est gamin, on est prêt à accepter n'importe quoi. Pendant 3 semaines, j'avais accepté, en travaillant à l'hôpital Bichat à Paris, de tester des médicaments. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, sur une semaine, je prenais une gélule. Sur la 2e semaine, je prenais une gélule. Et le test, c'était sur la 3e semaine que les 2 gélules aillent bien ensemble. En fait, j'étais cobaye. Hein, j'étais cobaye. Et pour être cobaye, il faut faire une batterie d'examen. À l'époque, il fallait pas